vous êtes au bon endroit, vous avez bien fait de rester, puis on va sans doute encore s'enrichir un peu. J'accueille sous vos applaudissements nourris Marie-Christine Saragosse, qui est la patronne de France Média Monde, et Mariam Salehi, qui est la patronne d'Energy Group. Plus d'applaudissements, plus d'enthousiasme, s'il vous plaît, voilà. Asseyez-vous. On va parler du leadership au féminin aujourd'hui, avec deux femmes puissantes pour emprunter à la littérature. Donc deux femmes puissantes qui sont ici devant nous, qui à elles deux représentent plusieurs milliers de salariés, plusieurs centaines de milliers d'auditeurs, de téléspectateurs, enfin des audiences gigantesques en France et dans le monde. Et elles tiennent tout ça entre leurs mains musclées. Si j'ose dire. On va déjà commencer par définir un tout petit peu ce que c'est que le leadership. On en parlait avec Marie-Christine Saragosse tout à l'heure. C'est quoi le leadership ? On va s'en donner la définition. Leadership ou primauté, c'est l'influence politique, psychologique, sociale d'un individu sur un groupe d'individus ou d'un groupe d'individus sur un autre. Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Ça, c'est intéressant. Donc voilà ce que vous avez produit ces dernières années pour arriver sur le fauteuil où vous êtes assise aujourd'hui. Enfin, je ne parle pas de là maintenant, mais habituellement. Voilà. On va juste commencer par quelques mots d'introduction. Je vais vous présenter, si vous le permettez, parce que tout le monde ne connaît pas votre CV. J'ai essayé de le résumer, ça n'a pas été simple. J'ai beaucoup transpiré. Donc voilà, vous êtes deux femmes puissantes. Vous dirigez deux fleurons de la radiodiffusion française. Vous régnez à vous seul sur des audiences qui se comptent en dizaines de millions de personnes en France et dans le monde. Donc Marie-Christine Saragosse, vous êtes diplômée de Sciences Po, de l'école des hautes études sociales, ancienne élève de l'ENA. Vous commencez votre carrière au ministère de la Communication. Vous rejoignez le ministre délégué à la francophonie pour vous charger de l'action audiovisuelle extérieure de la France. Vous rejoignez TV5 en 97, c'était pas encore TV5 Monde à l'époque. Vous en devenez directrice générale en 2008. En 2012, vous êtes nommé PDG de l'audiovisuel extérieur de la France. Ce groupe est renommé France Média Monde en 2013. Il comprend France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya. Et vous êtes toujours la dirigeante de cette institution aujourd'hui. Mariam Salehi, vous êtes titulaire d'un master en droit public et d'un master en droit privé. Vous avez été avocate au barreau de Paris de 90 à 97. Vous devenez directrice juridique du groupe Énergie en 97. Et en 2001, vous voilà membre du directoire, puis vice-présidente du directoire en 2005, puis secrétaire générale en 2008, puis enfin directrice déléguée à la direction générale en juin 2008. Donc voilà pour vos parcours en express. Je n'ai pas tout dit, il y a aussi des distinctions, des prix, des tas de choses qui sont intéressantes, dont on va sans doute pouvoir parler un peu, notamment sur votre engagement pour la place de la femme, on va dire, dans ce monde. On y va directos. Première question qui va nous permettre de planter un tout petit peu le décor. On voit votre parcours, on lit votre engagement, on comprend surtout votre compétence. Le fait d'être une femme est-il un sujet ? Marie-Christine. Ouais. 1, 2, 3, ça marche. Ouais. Donc, je me disais, leadership, moi d'abord, j'ai été super touchée que vous me proposiez ce prix. Je ne sais pas pour toi, Mariam, mais... Et en même temps, je me suis dit, leadership, est-ce que c'est pas tout court quand même ? Pourquoi féminin ? C'est ça. Selon la définition que vous avez rappelée, au fond, la capacité à entraîner, etc., c'est pas forcément féminin. Ça peut être aussi bien féminin que masculin. Et si on l'a, on l'a, quoi, tout court. Est-ce qu'il faut le qualifier de féminin ? Peut-être qu'on a des spécificités, mais on sait pas. On s'en est parlé avec Mariam, on n'est pas... Vas-y. Oui, d'abord, merci. Moi aussi, j'ai été très touchée, très honorée. On en parlait un tout petit peu ensemble avant quelques minutes ensemble, parce que mon mari Christine et moi, on se connaît de longue date. Et c'est vrai que peut-être à un moment donné, j'allais dire, de nos parcours respectifs, on pouvait se poser la question du leadership au féminin. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis assez optimiste. Je suis très optimiste avec les nouvelles générations. Je pense que cette question de leadership va être de moins en moins genrée. Et qu'on est en train de sortir de ces espèces de clichés en disant tout ce qui est un petit peu action et autorité, c'est du domaine masculin, mais tout ce qui est bienveillance, compassion, c'est du domaine féminin. Je trouve qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès en ce sens et qu'on parle de plus en plus parle de leadership, tu as raison, et de manière non genrée. Mais tu disais tout à l'heure, avant qu'on arrive sur cette table ronde,
mais il faut quand même rester vigilant. Et je repasse la parole parce que c'était intéressant ce que tu disais. Nos médias, France Média Monde, là, RFI, France 24, c'est à l'international, et donc on peut se rendre compte que le bulletin de santé des femmes dans le monde, c'est pas forcément évident. On parle même pas de leadership, là on parle juste de survie parfois, que ce soit en Afghanistan, en Iran. On voit comment ça se passe, et puis quand il y a des guerres, là, en ce moment au Kivu, pour ceux qui suivent, c'est une catastrophe, et le viol est une arme de guerre, enfin un peu partout, donc du coup moi je relâche pas l'affaire, et même pendant le Covid on a vu qu'il avait suffi, enfin c'était quand même un gros événement, mais tout d'un coup il y avait moins de femmes sur les plateaux, donc je pense que c'est quelque chose qu'on doit regarder. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas de... Je trouve que c'est pas forcément genré, mais moi je me souviens que quand j'étais patronne de TV5, on avait fait un test psychologique à l'ensemble du CODIR. Ouais. Puis les gens, moi j'étais donc directrice générale, et les gens qui avaient fait le test sont venus me voir un peu embarrassés. Ils m'ont dit en fait vous êtes totalement atypique comme profil par rapport à notre profil leader, justement chef. Dominant. Pardon ? Dominant, le profil leader dominant. Voilà. Et donc ils m'ont dit, vous, ce qui sort en premier, c'est la dimension artistique, créative, etc. En deuxième, la dimension psychologique, la dimension assistante sociale, et puis le côté gestion pure, ça arrive derrière. Et donc j'aurais demandé comment ils avaient fait leur matrice, en fait, leur modèle. Évidemment, il avait été fait sur des modèles qui étaient que masculins, donc peut-être que le leadership féminin va apporter une part de liberté aux hommes aussi, qui peuvent être créatifs, qui peuvent avoir des émotions, qui peuvent être différents du standard masculin qui a dominé le leadership de l'entreprise jusqu'ici. Alors du coup, quand même, vous avez gravi tous les échelons pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui, toutes les deux. Est-ce que ces échelons ont été plus difficiles à gravir parce que vous étiez une femme ? Je pense que la réponse est presque dans la question. La question peut se poser. Alors moi, j'ai vraiment la chance d'être dans un groupe, le groupe Énergie, où quand je suis rentrée, la clé, c'est toujours l'implication dans ce que l'on fait et la méritocratie. Et donc, à partir du moment où j'ai délivré les résultats qui étaient attendus, moi, je n'ai pas rencontré personnellement dans mon parcours des obstacles. Mais je sais en revanche que dans certaines entreprises, et pas forcément dans le domaine des médias, de manière générale sur le leadership féminin, les femmes peuvent être confrontées à ce qu'on peut appeler des obstacles invisibles, ce fameux plafond de fer. Ouais. Ça, je pense que ça existe encore, même si je garde beaucoup d'espoir sur la nouvelle génération. Et donc, ça, c'est les entreprises qui doivent aussi, et peut-être parfois au plus haut niveau, se doter de tous les outils, à la fois des outils RH, à la fois des outils de formation, des outils de participation ou de mise en place de programmes. J'en parlerai tout à l'heure d'un programme que moi j'ai mis en œuvre depuis plus de 2 ans au sein du groupe Énergie, mais il faut donner ces outils pour pouvoir effectivement que ces obstacles invisibles ne puissent pas empêcher la carrière d'une femme de prospérer. Oui, tout à fait. Nous, par exemple, il y a un index professionnel que tout le monde connaît, l'égalité, enfin tout le monde, j'espère, oui. Un index d'égalité professionnelle femmes-hommes en France, avec différents critères. Et moi, dans mon entreprise, on a 100% à cet index, à France Média Monde, c'est-à-dire qu'on est dans les 2% des entreprises françaises qui ont 100% à l'index, parce que depuis des années, on vérifie les promotions, on vérifie qu'il y a 50% d'encadrement féminin, que le COMEX c'est 50% de femmes, que tout ça. Je rebondis immédiatement. Est-ce que ça fonctionne comme ça chez vous parce que vous êtes une femme ? Il est possible, je pense, que ma sensibilité à ces questions, et pas seulement à l'égalité des femmes et des hommes, mais de façon générale, du coup, à toutes les discriminations, joue. Je pense que oui, parce que j'ai pu impulser depuis 12 ans, puisque vous savez, j'en suis à mon 3e mandat, donc j'ai pu impulser un comptage et dans l'encadrement de la boîte, mais aussi à l'antenne, comme Mariam d'ailleurs, puisqu'on fait ça avec l'ARCOM. Je voyais qu'il y avait Hervé Gaucho tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, mais en tout cas, avec l'ARCOM, on a mis en place ce comptage, parce qu'il faut compter pour que les femmes comptent. Voilà, c'est le truc. Parce que si on ne compte pas, on croit que ça va. Et ça ne va pas du tout. Et on se retrouve avec des émissions qui ont 25% d'invités femmes et 75% d'hommes. Et les personnes ne sont pas conscientes de ça. Donc il faut compter. On le fait à l'antenne, on fait des sujets sur ça.
Et dans l'entreprise, on essaye d'avoir... et même une démarche. année, j'ai eu d'ailleurs 99% seulement à l'index parce que les femmes étaient légèrement mieux payées que les hommes dans l'entreprise et c'est la parité qui est 100%. Donc, du coup, Alors. mais on était assez fiers de ne pas avoir la 100%. Et chez Énergie, Mariam? Non, chez Énergie, alors là, j'ai pas le chiffre, mais je crois qu'on est, sous réserve de vérification, on est à 94%. Ouais. Donc, on est dans les top entreprises en termes d'index égalité homme-femme. Là-dessus, on était très, très bien. Mais surtout, nous aussi, on a mis depuis plus de 2 ans un programme qui s'appelle Women at Energy. Et en fait, c'est un programme que l'on a dédié à nos salariés. Mais j'allais dire, ça s'appelle Women at Energy, mais ça peut s'adresser à tout le monde. Et c'est pardonnez-moi cet anglicisme, mais c'est un sujet de prise en compte de l'empowerment au féminin. C'est-à-dire à la fois de provoquer des réunions et des rencontres avec des femmes avec des parcours exemplaires et inspirantes qui viennent un peu dans le format de ce qui est aujourd'hui. Et il y a donc 2 personnes de chez Énergie qui les interrogent. Et ensuite, tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices qui sont présentes peuvent avoir un échange. On organise aussi des échanges en interne. Et puis nous, on a aussi cette spécificité parce que je pense que ça fait partie de ce que, si le thème est le leadership au féminin pour que ça progresse même partout dans la société et ailleurs que dans les médias, c'est que nous, on a aussi des modules dédiés sur la féminisation des métiers dits techniques. Parce qu'au sein du groupe Énergie, nous avons notre filiale de diffusion Towercast et on s'aperçoit que si on prend les statistiques nationales en France sur les femmes qui exercent des métiers dits techniques ou les femmes ingénieurs, on est entre 26 à 28%. Et c'est un thème qui revient de manière très récurrente. Et je pense que si on aborde aussi le leadership au féminin et de manière générale la féminisation des métiers et qu'on arrive aussi à casser ce plafond de verre dans les industries et dans la technologie et avoir des femmes à ces compétences-là et à ces postes-là, ça va participer de cette ouverture à laquelle je vous ai dit au début, j'y crois beaucoup et je suis assez optimiste. Donc on a aussi, on travaille la possibilité de faire connaître les métiers dits techniques dans le métier de la diffusion. Mais je pense que c'est une démarche assez importante. Vous avez de la candidature de femmes pour ce type de métier Peu, voilà. Mais pourtant, tous les outils RH sont tout à fait ouverts et au contraire. Et on contraire. On essaie de refuser qu'un poste soit ouvert. S'il n'y a que des candidatures masculines, on pense qu'il y a un problème pour les postes techniques. Donc on demande à ce qu'il y ait au moins une candidature féminine et donc il faut aller les chercher. D'accord. Parce que sinon, c'est vrai que dans les métiers techniques... les statistiques nationales, c'est ça, on est à moins de 30%. Il y a un gros déficit. Et nous, on a pas mal de femmes dans les régies radio. Ça existe, il y a des jeunes qui arrivent sur le marché. Ça arrive, mais pas assez. Alors pareil, sur les métiers, alors moi je fais de la radio depuis les années 80, comme beaucoup dans ce salon. Alors est-ce que c'est une légende urbaine En gros, il n'y avait pas de filles animatrices sur Énergie, parce qu'on estimait à l'époque, enfin je parle bien des années 90, oui. On estimait à l'époque que les filles étaient des rivales des auditrices, donc elles écoutaient moins, et qu'elles pouvaient être reléguées à des rangs subalternes de plantes vertes, de la fille qui rit à toutes les blagues en fait. Non, ça c'est des légendes, parce qu'aujourd'hui d'abord, Énergie reste une radio musicale, mais sur les 2 émissions phares que sont la matinale avec Manu Lévy ou l'après-midi maintenant avec Camille Combal, il y a des animatrices aux côtés des 2... Mais des co-animatrices, si on va par là. Ah non. Et c'est des co-animatrices, mais parce que, si vous voulez, c'est à la fois Manu Lévy et Camille Combal, mais leur temps de parole et leurs interventions sont tout aussi importantes. Oui, c'est ça, c'est en mode choral, en effet. De toute façon, c'est plus, en réalité, vous avez une bande d'amis, d'amis I et IE. Et donc, en fait, c'est une bande qui intervient. Des bandes à l'antenne. C'est des bandes à l'antenne, c'est des échanges, on se renvoie la donc balle, demain, etc. il pourrait y avoir une fille qui pourrait être la chef de la bande. Mais absolument. Non, absolument. Ce que j'ai jamais entendu sur une radio, à ma connaissance, vous pouvez m'interrompre si je me trompe, mais j'ai pas encore entendu comme ça d'émissions en mode gossip, comme on dit, avec des bandes de potes à l'antenne, dont le chef soit une fille. J'ai jamais entendu ça. Ah, vous avez. Ouais, légende urbaine, Juliette Fievé. Ouais. Alors, chef de bande de rap. Ouais. Alors c'est elle qui anime l'émission, mais je veux dire, elle est entourée. C'est aussi un côté copain parce qu'elle connaît tout le milieu. Et c'est elle la leader de la bande. Copain, voilà. C'est ça le côté pote. C'est elle qui est leader quand même de l'émission. Bon, cela dit, quand même, je vous fais une confidence. Moi, je dirige une radio aussi dans le Massif Central. Je cherche des animatrices
Et je n'en trouve pas, donc l'appel est lancé. Bah, nous, on en a plein. Hein. Ouais. Alors là, Voilà. parce que c'est même parfois un peu le contraire. Mm. On vise la parité, on vise pas à refaire ce qu'on a subi nous, beaucoup pendant des siècles et 2 siècles, et des siècles des siècles avant. Donc on aime bien qu'il y ait des Mais hommes aussi. en Et revanche, nous, on a les tendance, journalistes. Ouais, on a- mais il y a les beaucoup de femmes journalistes, journalistes. les Oui, femmes là, pour le coup, dans les journalistes, rédactions, dans les c'est rédactions, beaucoup plus absolument. facile, Et absolument. dans les dans les dans les rédactions. animatrices aussi, il y en a beaucoup, et pas seulement à la radio. Donc j'allais dire, parce que moi je m'occupe de télé aussi, et Bah oui. il y a une majorité de femmes là. Est-ce qu'il y a des schémas, justement, comme on vient de le dire un peu là, à la radio, à la télé, on a l'habitude de regarder ou d'écouter en projetant, on va dire, un schéma global qui peut être en train d'évoluer. Hein. C'est-à-dire qu'auparavant, les chefs, les leaders, les anchormen, les grandes tranches info étaient plutôt incarnés par des mecs. Velus et robustes. Et pour l'autorité, sans doute. Hein, est-ce que vous avez le sentiment que ce sont des choses qui évoluent Oui, dans vos médias, hein, en particulier Oui, mais les moi, Est-ce que les audiences sont prêtes à ça? À Énergie, par exemple. regardez, Ouais. si vous prenez Chérie, Ouais. Chérie est la première radio, si vous voulez, musicale féminine, puisque dans ses auditeurs, plus de 69% des auditeurs sont des auditrices. Oui, ouais. Donc en réalité, je pense que on est la seule radio qui vise et qui a une programmation, qui a une éditorialisation qui est vraiment destinée aux femmes, de la même manière que en télévision, on a Chérie 25. Donc Chérie FM est une vraie réussite, puisque ça, dans son auditorat, 69% sont des femmes. Et donc, sont des auditrices. Mais donc, ça veut dire que le média est pensé et réfléchi aussi pour s'adresser. Mais je pense que vous avez raison, le côté le velu autoritaire. Je pense que non, c'est révolu et c'est plutôt bien. Non, mais nous, on a quand même un auditeur. Enfin, les auditeurs sont plutôt des hommes, quand même, à l'échelle de la planète, sur RFI, parce que le format info, très info, est un format plus masculin que féminin encore. Donc, c'est un biais de format en quelque sorte. En revanche, on a un format tout info sur France 24 aussi, mais par exemple en Amérique latine, la chaîne en espagnol, qui est très avec des magazines actuels en espagnol. Enfin, l'égalité femmes-hommes est un vrai axe. C'est un vrai sujet en Amérique latine quand même, où les féminicides sont légion et où il y a une inégalité encore très violente. Bah, du coup, il y a plus de femmes qui regardent parce qu'elles ont vu enfin une chaîne qui parle des enjeux qui les concernent. Donc, du coup, même une chaîne d'info continue à un peu plus de femmes en Amérique latine là pour France, mais c'est de la télé, pardon. Oui, mais c'est intéressant. Bah, globalement, c'est le média global dont on parle aujourd'hui. Mais enfin là, c'est la radio et on aime bien la radio. Oui, on aime bien la radio aussi. Oui, mais à ma connaissance, il n'y a que le groupe Énergie qui a vraiment dédié une radio aux femmes, Chérie FM, mais alors, et avec des audiences qu'on lui connaît. Et l'effectif de Chérie FM, est-il... là, il y a la parité, j'imagine, ou il est plus féminin aussi? Parce que précisément, il faut plutôt des femmes pour construire un programme féminin. Là, objectivement, je n'ai pas compté, mais pour revenir sur ce que disait Marie-Christine, c'est-à-dire en termes d'obligations, et ces index égalité homme-femme, on est bon dans le groupe Énergie. Et puis de toute façon, il y a aussi des mouvements qui ont contribué. Alors, si on parle, il y avait la loi Copé-Zimmermann en 2010-2011 qui a donné un gros coup de pouce pour les femmes dans les conseils d'administration. Ouais. Ça, c'est une manière importante aussi entre guillemets, de booster le leadership féminin. Il y a la loi Rixin qui est rentrée en vigueur aussi en 2021, mais c'est pour les très grandes entreprises pour tendre aussi vers la parité dans les comités exécutif et dans les comités de direction. Nous, on n'est pas très grande, mais on a la parité parce que j'y tiens depuis. Chaque fois que je suis dans une entreprise, j'y tiens. Parité au et nous, on est donc société cotée en bourse et on a plus de femmes au conseil d'administration que d'hommes. Alors ça. Donc là-dessus, oui. Bon, applaudissements pour le. Applaudissements, pour oui. voilà. Bah oui, nous aussi, hein, les deux. Parce que ça, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est clair. Mais oui. Ouais. Et je me souviens que quand tu parlais de la loi Copé, je me souviens quand Jean-François Copé avait pris la parole sur cette loi, tout le monde disait mais on n'a pas de vivier, comment on va faire, les femmes ne savent pas, etc. Et il avait une réponse qui faisait résonance à une phrase de Françoise Giroud. Et il avait dit « Ne me dites pas qu'on ne va pas trouver de femmes aussi incompétentes que les hommes qui peuplent les conseils d'administration. » C'est joli. Et on avait bien ri et ça avait débloqué toute la situation. Mais cela étant, pour dire une chose sur ces dispositions, moi j'ai beaucoup travaillé avec Marie-Josée Zimmermann sur ce projet de loi auquel j'y croyais beaucoup.
mais on espère tous que ça soit en fait que ces dispositions législatives deviennent très vite obsolètes. Parce que ça se fera naturellement. Parce que voilà, l'idée c'est qu'à un moment on essaye tous de voir que l'autodiscipline et l'autorégulation, est-ce que ça va marcher? Et puis finalement, quand on en arrive à la loi, c'est que l'autorégulation a échoué et ce qui n'a pas marché. Et c'est dommage. Parce que là, on est dans la discrimination positive, en quelque sorte, d'une certaine façon, avec la loi. On dit, voilà, il faut s'astreindre. Est-ce que rétablir l'équité dans une situation inégalitaire de départ, c'est de la discrimination ou de la justice? C'est un débat philosophique qu'on peut avoir volontiers. Mais moi, j'avais parlé beaucoup avec des... Si vous avez 3 heures, et prenez vos cahiers et vos plumes. Non, mais moi, j'avais parlé beaucoup avec des femmes politiques au moment où, dans les partis, on a obligé des quotas féminin. Un milieu très macho aussi. Un milieu très très macho. Et il faut pas, dès qu'on lâche, hop, ça redevient macho. Une commission mixte paritaire sur le budget de le budget là, le budget 2025. Regardez la commission mixte. Elle est mixte entre le Sénat et l'Assemblée nationale, mais pas homme-femme. Pas du tout. Il y a que des hommes. Bon. Ça devient sérieux, donc hop. Oh oui, on rigole plus. Mais non, alors ce que je voulais dire, c'est que j'avais parlé avec des femmes politiques et parce qu'on pouvait se dire, on est un peu vexé d'avoir besoin qu'on nous donne un coup de pouce, alors qu'on sait très bien qu'on vaut la même chose largement. Et elles m'avaient toutes dit, tout bord confondu, de droite, gauche, tout confondu, qu'elles avaient besoin de ça, parce que sinon elles étaient exclues. Écrasées. Et donc, au début, je trouvais que ça pouvait être vexant d'avoir de la discrimination positive. C'est ça. Et là, maintenant, je dis, allons-y. Et ensuite, une fois que c'est prouvé que ça va, on pourra renoncer à la loi a posteriori. On lâche l'affaire parce que... Voilà, a posteriori. Mais l'idée, c'est que tout ce dispositif ou tout cet arsenal législatif ne soit qu'éphémère. En fait, c'est ça que l'on... C'est ça que l'on souhaite. Que ça soit... Sait-on jamais, c'est juste un petit coup de pouce à un instant T. Et on espère pouvoir un jour dire, en fait, le dispositif est devenu obsolète, on n'en a plus besoin. Moi, le droit, par exemple, l'IVG, qui fait partie de la liberté des femmes, je suis bien contente que ce soit dans la Constitution, parce qu'on voit qu'il y a des pays, des soi-disant grandes démocraties, etc. On en connaît. Qui reviennent dessus dans certains États. Enfin, on voit bien qu'en Pologne, même s'il y a eu un changement d'orientation gouvernementale, le président, lui, il peut bloquer les trucs et ça n'avance pas. Donc, on en est toujours au même point. Donc, je pense que... Enfin, moi, tu disais sur la vigilance. La vigilance. Qui est que... Franchement, c'est pas gagné encore. Il faut, pour nos filles... Pour les jeunes femmes. Et pour les jeunes femmes, oui. Et pour les messieurs, d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que franchement, personne n'aura envie d'être taliban dans la salle. Ces mecs-là sont quand même pas totalement latéralisés. C'est pas possible de faire ça. Même sous les esclaves, enfin, je veux dire, on n'a jamais fait ça à aucun être humain. Des mecs qui font ça à des femmes, ils ont un gros problème psychiatrique. Donc, je pense que les hommes d'ici, c'est nos meilleurs alliés, au contraire, parce qu'ils sont d'accord avec nous. Mais d'ailleurs, le leadership, et puisqu'on parlait de leadership au féminin, c'est que ça a toujours été un travail de collaboration et de complémentarité entre les hommes et les femmes. Ça n'est jamais quelque chose... Ça ne se réfléchit pas et ça ne se traduit pas en termes d'opposition. C'est des complémentarités. C'est de la construction. C'est de la construction, c'est de la co-construction, c'est de la complémentarité de point de vue. Quand même, pardon, moi j'ai beaucoup travaillé la mentalité de... Je veux dire, le machisme, c'est pas quelque chose. Moi, je connais personne qui dit bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis machiste. Enfin, il y en a peut-être sur les réseaux sociaux. Mais ils vont sortir là, parce qu'il se passe des trucs. Je connais moi, la plupart des hommes. Jean-Pierre, levez-vous. Non, mais voilà, la plupart des hommes ne pensent pas qu'ils le sont. D'ailleurs, la plupart des femmes non plus. Moi, avec, je veux dire, le temps que j'ai passé sur les questions de féminisme, je continue à traquer dans mon esprit des stéréotypes que j'ai avalés sans m'en rendre compte par définition, parce que c'est inconscient. On les a tous avalés. Et donc, il faut penser contre soi-même tout le temps, et c'est douloureux. Et je pense que pour certains hommes, et dans mon COMEX, moi, mon directeur général qui est parti à la retraite il y a 2 ans, il m'a dit, Marie-Christine, en 10 ans à tes côtés, j'ai changé mon regard. C'était le plus beau compliment qu'il pouvait me faire. Absolument. Et je sais que même si on s'entendait bien, dans sa tête, il y avait des stéréotypes sur les femmes, et c'est un gros travail de les lever. Et y compris pour nous-mêmes. Parce que c'est ça, si on reprend la définition du leadership comme on l'a un peu énoncé au départ, c'est la capacité à entraîner, d'entraîner, de convaincre. De convaincre. Et cette capacité d'embarquer vraiment des personnes, peu importe le sexe, à partir du moment où vous partagez un objectif et que votre discours, vous êtes cohérent et que vous ne déviez pas. Et c'est cette capacité de convaincre et de faire un travail de collaboration, un travail
vraiment collaboratif ensemble. Parce que personne ne peut se targuer de dire « Ah, mais si j'ai réussi, c'est que j'ai réussi toute seule. » C'est pas vrai. C'est toujours un travail d'équipe, c'est toujours un succès collectif. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement, véritablement acquis. Et je pense que le fait d'avoir des femmes à des postes de responsabilité, à des postes de direction, consciemment ou inconsciemment, permet à des personnes de penser et de ressentir ce que cette personne qui était à tes côtés l'a dit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent ne pas l'exprimer, mais le fait d'avoir et d'être dirigé par des femmes, nécessairement, cela va induire le sens de l'écoute et la réflexion que tu as eue, où cette personne, au moment de te quitter, a dit, mais finalement, le fait d'avoir quelqu'un, j'ai changé de vue, j'ai changé de point de vue, et c'est ça. Et la richesse, c'est d'avoir cette complémentarité de point de vue. Et j'avais écrit sur le sujet au moment de la loi Copé-Zimmermann en disant, somme toute, en fait, l'article que j'avais écrit, c'était de dire que c'est une loi ordinaire, parce que la moitié de l'humanité était des femmes, et de venir donner un coup de pouce. C'est 52%. Hein. Voilà. Donc c'est la majorité de l'humanité. Donc c'était une loi ordinaire qui avait rien d'exceptionnel. Il y a deux messieurs qui sont intéressés par autre chose que par le leadership féminin. Là. Vous regardiez vos iPhones. On va discuter entre nous. Voilà. Nous, on peut rester. Hein. Nous, on n'a pas de problème. Mais non, mais c'est mon chronomètre humain. Dès que je parle un peu, il me voit arriver. Il sait que ça peut être long, etc. Juste pour enfoncer un peu cette idée, votre leadership, est-ce qu'il a pu être contesté quand vous avez commencé à votre irrépressible montée vers les sphères? Est-ce que ce leadership était empêché d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y avait des jalousies? Est-ce que ça a créé des crispations? Est-ce qu'au contraire, c'est une question de savoir-faire? Non. Il faut qu'on parle de confiance quand même, parce que c'est un point très important, et le syndrome d'illégitimité. Moi, que je continue, parce que je recrute des gens, je sais que quand je vais avoir un recrutement, si j'ai un homme qui n'a pas totalement le profil, il va me dire... Sans moi, vous ne pourrez plus vivre désormais. Enfin, je suis génial et d'ailleurs, je veux un salaire qui fasse le double de celui que vous proposez. Et une femme bardée de diplômes va pouvoir je caricature évidemment, mais je parle de tendance. Et une femme va me dire, je suis spécialiste du truc, mais je ne suis pas sûre que à minuit dans tel pays, là, je sache exactement répondre. Donc, il y a un déficit de confiance féminin. Et pour ça, c'est pas mal en même temps. Hein. Moi, les gens qui sont hyper contents d'eux, hyper confiants, ça peut être ça s'appelle de l'arrogance d'une certaine façon. Ça peut être de l'arrogance. Un peu de doute ne nuit pas à la sagesse, au contraire. Mais il ne faut pas trop. Il faut se dire je suis capable. Les filles, souvent, elles partent avec un déficit de confiance qu'elles doivent combler. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti à mes débuts. C'est que je m'excusais un peu. Je savais que je savais, mais je voyais que quand moi je parlais et que je disais un truc, le mec d'à côté le répétait. On disait, ah, alors là, Henri, tu as raison. Et c'était Marie-Christine qui l'avait dit. Donc il a fallu quand même un peu que je ferraille et que j'impose un autre style aussi. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas envie de faire un bras de fer avec les gens. Je préfère trouver une solution de compromis. Alors, on peut croire que c'est de la faiblesse. Non, c'est pas de la faiblesse. C'est de la manipulation. On va peut-être dire, est-ce que c'est une approche féminine ou pas? Oui, mais pourquoi pas? Mais là où je rejoins aussi pleinement Marie-Christine, et que si on avait un tips, comme on disait tout à l'heure, si on avait un tips à donner, c'est vrai que très souvent, dans les processus de recrutement, une femme bardée de diplômes, même sans diplôme, mais tout à fait compétente, va dire, est-ce que vous êtes sûr que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que vous êtes sûr que je vais pouvoir le faire? Mais moi, j'aime bien quand elle dit ça en même temps. Je sais que c'est elle que je vais recruter plutôt. Oui, mais parce que c'est une approche féminine. Je ne suis pas forcément persuadée que si c'est un recrutement, que ça soit dit, ah non, celle-là, elle est faible, donc elle ne va pas y arriver. Alors qu'en réalité, le fait de douter de soi, c'est aussi de reconnaître, c'est aussi un signe de compétence et d'implication. Après, c'est vraiment, s'il y a un type que je dois donner, et pour celles qui sont aujourd'hui à des postes, il ne faut vraiment pas hésiter si vous êtes là, si on est content de vous, c'est qu'en réalité, vous êtes compétente. Donc, si vous êtes compétente, il n'y a aucune espèce de raison pour que, soit vous ne demandiez pas une augmentation, ou allez demander une promotion. Alors, j'entendais, c'était Alexia Laroche-Joubert qui le disait remarquablement bien, qui disait, dans ce cas-là, il faut prendre son courage à deux mains, il faut y aller, il faut aller taper une fois à la porte du boss en disant « Bonjour, j'aimerais te voir, voilà, je souhaiterais être promu ». On risque de vous dire non une fois, c'est pas grave, vous revenez, vous y allez une deuxième fois, vous allez dire non, mais au bout de la troisième fois, il va vous dire oui. S'il a le budget. Ce qui n'est pas le cas dans le service public, qui est très intéressant, mais
pas de budget, quoi. Mais comme les femmes, en général, elles savent aussi qu'elles ne peuvent le demander que s'il y a le budget, c'est qu'elles ont déjà calculé, elles ont déjà fait l'exercice dans leur tête. Pas toujours, parce que quand le budget baisse, vraiment, c'est dur. Non, mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est voilà, ne pas se mettre de plafond de verre dans sa tête. Oui, et en même temps, ne pas renoncer au doute, qui rend plus intelligent, qui évite des grosses conneries, qui évite peut-être même des guerres qu'on voit partout fleurir. C'est pas idiot, ça. Donc, apportons le doute. Plutôt, ne soyons pas le seul, partageons-le, et évitons l'arrogance. Mais par contre, il ne faut pas douter de son socle et de sa capacité à tout le temps s'améliorer. Voilà. Mais à un moment, je disais ça aussi, arrêtez de douter. Maintenant, je dis non. Cultivez votre doute tout en cultivant en même temps la confiance en vous. Et je dis aux messieurs qui managent, parce qu'il y a des messieurs qui managent, que c'est important de dire, encore plus important sans doute de dire aux femmes que c'est bien, qu'elles ont de la valeur, qu'il faut le dire. Voilà, parce qu'elles ont au départ un petit déficit. Donc il faut un peu plus le dire peut-être, et que ça permettra une montée en puissance. Les hommes ne pensent pas toujours, les managers, ils comprennent. Enfin, c'est comme peut-être c'est vrai dans les couples aussi. Oui. Ils pensent que s'ils ont dit le truc une fois, ça suffit. Et on sait bien que dans un couple, si on ne dit pas tous les jours la même chose, qu'on s'aime, ça ne marche pas. Donc, je pense qu'on a un peu plus besoin de reconnaissance. Peut-être de retour, ouais. Grand merci à toutes les deux. Donc deux femmes, parce qu'on a deux femmes puissantes et bienveillantes, avec une petite chose qui va vous être apportée. Bougez pas de là, il se passe quelque chose. Oui, il se passe quelque chose. Alors, vous voyez pas la vidéo parce qu'il n'y a pas de retour sur scène, mais Et là, on voit vos deux visages avec un petit coup de cœur qu'on vous remet. Donc des petits trophées avec, pour vous deux, ou des grands trophées, en souvenir du Paris Radio Show. Donc je donne, voilà Myriam et Marie-Christine. Des petits récepteurs, on a un fabricant, félicitations. Un fabricant qui expose... qui expose en haut au niveau des exposants, Technisat, et il y a un petit logo du Paris Radio Show, c'est bien sûr un récepteur DAB+, FM, et il ne fait pas l'internet. Vous allez pouvoir écouter RFI du coup avec chose, parce qu'on est lancé en DAB+ dans incessamment sous peu. Oui. Incessamment sous peu, c'est ce que m'a dit l'ARCOM. Vous avez vu, on a vu les marches et les beaux stickers, et merci d'ailleurs pour votre soutien RFI. Et puis, Stéphane, tu as deux petites choses sympathiques là. Ça, je fais ça très bien, les choses sympathiques. Ah voilà. Alors vas-y, apporte-les donc, parce que vous ne savez pas pourquoi, mais... Alors je vais vous dire un truc, mesdames, ils ne m'appellent jamais. Mais quand il y a des dames pour me mettre des cadeaux, ils m'appellent. Ah oui, ça, je trouve que c'est vraiment bienvenu. C'est notre Stéphane national. Donc ça, ce sont des petites choses, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que, en fait, on organise tout ça depuis la Corrèze. Donc, puisque nous sommes corréziens, nous n'avons pas d'équipe à Paris. Donc le salon de la radio, le Paris Radio Show, depuis 20 ans, est organisé à Brive-la-Gaillarde. Et donc, on vous a ramené des petites spécialités de Brive. Voilà, donc en petit souvenir pour clin d'œil. En tout cas, merci et bravo pour tout ce que vous faites pour la radio. Et c'est light, c'est light. C'est light. C'est light, c'est très léger, C'est light. Moi, c'est la première fois je ne dis pas le nombre d'années de carrière. C'est les mêmes, toi et moi. Donc, je peux vous dire, ça fait plusieurs décennies qu'on n'a jamais eu. Qu'on n'a jamais été aussi gâtés et reconnus. Merci beaucoup. Mais c'est avec le cœur qu'on vous le fait. Voilà. Du coup, c'est encore plus touchant. Moi, comme je suis un peu émotive, je me retiens. Je pleurais tout à l'heure. D'accord. On ira Merci. Allez, on applaudit encore. Merci. Et on remercie Marie-Christine Saragosse et Mariam Saleh. Et vive le pâté et le foie gras.